Londres, au Royaume-Uni. Un petit avant-poste romain devenu la capitale du plus grand empire colonial au monde. Il y a 200 ans, Londres était au centre de tout. Ville effervescente, Londres est aussi renommée pour ses happy hours et son tea time, l'heure du thé. C'est la plus grande invention de tous les temps. Ravagée par les flammes au XVIIe siècle et bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a toujours su se relever. Rester calme et persévérer. C'est vraiment tout un système de pensée. Le chemin de fer est à l'origine du fameux fish and chips, un plat inimitable. Et une addiction à la caféine a créé le tout premier marché boursier. Londres est une métropole qui cache vraiment bien son jeu. « 10h30 du matin. Un avion en provenance de New York amorce sa descente vers Londres. Pour atterrir, il doit suivre le cours sinueux de la Tamise. Il y a 2000 ans, les Romains ont suivi le même trajet en bateau. Au détour d'une courbe du fleuve, ils ont construit un petit avant-poste et l'ont baptisé Londinium. Aujourd'hui, ce village est devenu une puissante métropole, dépassant 8 millions d'habitants, établie sur 1572 km². Le commandant Colin Crear vient de traverser l'océan Atlantique avec succès. Mais le plus dur reste à venir. Atterrir à l'aéroport de Londres City, situé en plein cœur de la capitale. C'est un vrai défi d'atterrir à Londres City, car l'approche est très serrée et il faut éviter les immeubles de Canary Wharf. La marge de manœuvre est réduite. La piste est en effet 2 fois plus courte que sur un aéroport international classique. La taille de la piste est directement liée à l'histoire de la ville, car à l'origine, le cœur de Londres n'était accessible qu'aux bateaux. En 1815, alors que l'empire colonial britannique est à son apogée, le port de Londres est le plus actif au monde. Presque un quart des territoires du globe sont sous domination anglaise. Et toutes les richesses impériales transitent par la capitale. Il y a 200 ans, Londres était le carrefour commercial le plus important au monde. La ville était au centre d'un immense empire. Au début du 19e siècle, Londres recense 1,5 million d'habitants. C'est la plus grande métropole au monde. 100 000 ouvriers travaillent sur les docks. Chaque année, 60 000 navires, soit une moyenne de 165 bateaux par jour, déchargent des millions de tonnes de cargaison. Des navires énormes apportaient des marchandises du monde entier. Des épices, des textiles. Tout arrivait dans le même port. C'est ce qui a façonné le Londres d'aujourd'hui. Les quais débordent de marchandises exotiques en provenance des colonies. L'Empire représente à l'époque un quart de la planète. Et des navires débarquent tous les jours à Londres. Au sud de l'ancien port de commerce se trouve un parc qui défie le temps. Ou plutôt, qui définit le temps. C'est ici qu'est basé le temps moyen de Greenwich, ou GMT, l'heure solaire moyenne au méridien de Greenwich. Longtemps avant l'ère des smartphones et des GPS, le monde a eu besoin de déterminer un repère temporel commun. Greenwich a été choisi comme méridien international de référence ou méridien zéro. Cette échelle de temps mondiale a prévalu jusque dans les années 70, avant d'être remplacée par la valeur temps universelle coordonnée, ou UTC. L'Angleterre était la puissance la plus influente du globe. C'était logique de l'identifier comme référence, de suivre son rythme et de se caler sur son heure. Greenwich est aussi connu pour son histoire maritime. Chaque été, de grands voiliers se rassemblent pour une régate à l'occasion du Royal Greenwich Tall Ships Festival. Ce festival est l'un des plus importants du genre en Europe.
Environ 50 grands voiliers y participent et cette année, le spectacle est assuré à Greenwich. Leur voile imposante évoque le temps où la Grande-Bretagne régnait sur les océans. Londres existe grâce à son fleuve. Greenwich est l'une des premières destinations touristiques à Londres. Il y a davantage de berges aménagées ici que partout ailleurs dans la ville. C'est pour ça que Greenwich est célèbre. Si le temps moyen a été inventé ici, c'est parce que nous étions une nation de navigateurs. On a une histoire unique à raconter dans un décor unique. Pendant des siècles, ce bâtiment a abrité l'hôpital royal de la marine. C'est aujourd'hui le musée maritime. Au sommet du parc se dresse l'observatoire royal où passe le méridien de Greenwich. Il offre une vue imprenable sur la ville. Ce site est classé au patrimoine mondial, notamment en raison de sa beauté. L'endroit où nous sommes, l'ancienne école navale, est l'un des paysages les plus célèbres au monde. C'est pour ça que Greenwich est si spécial. La puissance maritime de Londres décline vers le milieu du XXe siècle. Les docks sont abandonnés et la ville s'étire vers le ciel. Les navires cèdent la place au gratte-ciel. Au début des années 80, Londres figure parmi les premières places financières mondiales. Aujourd'hui encore, ce sont les mouvements d'argent et non de marchandises qui font la fortune de la ville. Pour tenir la cadence, le milieu de la finance consomme des litres de café. Mais cette boisson joue un rôle important à plus d'un titre. Le petit café du matin est devenu incontournable dans notre monde moderne. Mais c'était déjà le cas à Londres il y a 300 ans. Le café était comme une drogue au XVIIIe siècle. Quand les Londoniens ont découvert à quel point c'était bon, ils ont ouvert des coffee shops partout et buvaient jusqu'à 30 cafés par jour. Le café est importé de Turquie au XVIIe siècle. Très vite, ses effets excitants séduisent les milieux d'affaires londoniens. Et les coffee shops deviennent rapidement les QG de toute l'élite financière de Londres. « 150 courtiers se réunissent ainsi au Jonathan's Coffee House. Ils viennent consulter la première cote établie par un astucieux financier, un certain John Castaigne. Rapidement, les fortunes se font et se défont dans ce qui est désormais surnommé Change Alley, ou l'allée des échanges. En 1773, ces courtiers fondent le Stock Exchange. C'est la naissance de la Bourse de Londres. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 coffee shops à Londres. Avec une moyenne annuelle de 2,5 kg par personne, les Anglais sont de grands consommateurs de café. Mais ils sont davantage associés à une autre boisson chaude, le thé. Pour boire le meilleur de Londres, il ne faut pas aller dans les salons de thé des grands magasins, mais dans les petites cabanes vertes que l'on voit dans la rue. Il y a un siècle, il y en avait des centaines partout dans la ville. C'est l'endroit où les chauffeurs de taxi prennent leur pause. Ces petites cabanes au milieu de la rue n'ont que 6 places assises. On ne peut pas s'y installer sans être chauffeur de taxi. Mais on peut commander une tasse de thé à emporter. C'est là que je bois mon thé à Londres. Les chauffeurs de taxi peuvent y boire du thé ou manger un morceau. On rencontre toujours un collègue. C'est l'occasion de râler sur les clients et de se reposer un peu. Simon conduit l'un des 22 000 Black Cabs, les célèbres taxis noirs londoniens. Mais attention, le métier requiert des compétences bien spécifiques. Pour moi, le plus dingue, c'est que les chauffeurs savent où ils vont. On ne dit jamais à un taxi londonien quel itinéraire prendre. Londres est une ville très ancienne. Elle n'a pas un plan quadrillé. Il faut connaître tous les sens interdits et savoir où débouche chaque rue. On a l'impression d'aller tout droit, mais quand on regarde sur une carte, on s'aperçoit qu'on décrit une courbe. Regardez un plan de Londres et vous allez être complètement déboussolé.
On dirait une assiette de spaghettis. C'est impossible de s'y retrouver. Les chauffeurs de taxi doivent passer un examen considéré comme l'un des plus difficiles au monde, appelé « the knowledge », le savoir. Pour obtenir l'examen, il faut connaître par cœur toutes les rues, les routes, les avenues et les lieux publics dans un rayon de 10 km autour de Charing Cross, qui est le centre de Londres. Ça fait 30 000 rues et 60 000 points d'intérêt à apprendre. Le GPS, c'est quoi ça? Tout est gravé dans leur tête. Une étude scientifique a même démontré que conduire un taxi londonien augmentait la mémoire spatiale. Ce travail a un effet sur le cerveau, et notamment sur la mémoire contenue dans l'hippocampe. Cette partie est plus développée chez les chauffeurs de taxi londoniens. Londres a toujours été un dédale de rues étroites. Son plan urbain a peu changé depuis le Moyen-Âge, et ce malgré le terrible incendie qu'il a ravagé au XVIIe siècle. « 2 septembre 1666. Un été de canicule touche à sa fin. Londres est alors une ville sale et ravagée récemment par la peste. Ses habitants vivent entassés dans de vieilles maisons insalubres. Dans la nuit, un feu se déclare dans le fournil du boulanger du roi situé sur Pudding Lane. Il s'étend rapidement au toit de chaume et aux habitations en bois. Le Lord Mayor de Londres tarde à intervenir. Durant 4 jours, le feu se déchaîne. C'est le roi Charles II lui-même qui ordonne d'abattre les immeubles environnants. L'incendie finit par être maîtrisé. 13 200 maisons, 44 bâtiments municipaux et 84 églises sont détruits. La cathédrale Saint-Paul est ravagée. Officiellement, le grand incendie ne fait que quelques victimes. Mais les décès des pauvres et des classes moyennes ne sont pas consignés à l'époque. La majeure partie de la cité est réduite en cendres. Le roi confie la reconstruction de la ville à l'architecte Christopher Wren. Plusieurs plans de reconstruction sont envisagés, s'inspirant notamment de modèles européens plus aérés, comprenant des places et de larges avenues. Mais le temps presse. Près de 100 000 personnes sont sans abri. Les propriétaires londoniens refusent le nouveau quadrillage qui remet en question les limites de leur terrain. Christopher Wren est contraint de reprendre les anciennes lignes topographiques. La grande nouveauté réside dans la taille des bâtiments et le choix des matériaux, de la brique ou de la pierre, selon les exigences du roi. Il y a beaucoup de reconstructions, mais la ville n'a pas été repensée en profondeur comme Paris. Le projet de reconstruction de la cathédrale Saint-Paul dessiné par Christopher Wren est retenu et il s'en voit confier la supervision. Ce sera son chef-d'œuvre. Les travaux dureront 35 ans. Sur la façade, sa nouvelle devise est gravée en latin « Resurgam », je me dresserai à nouveau. Le dôme de Saint-Paul est achevé en 1710. Jusqu'à 1962, la cathédrale reste le plus haut monument de Londres. Et en 1981, c'est la seule église assez grande pour accueillir le mariage du prince Charles et de Diana Spencer. La forme de la cathédrale est splendide. Elle est unique. Saint-Paul est l'un des monuments que je préfère. J'adore la vue. À un peu plus d'1 kilomètre au nord de Saint-Paul, se trouve une autre merveille de l'architecture britannique. La gare de Saint-Pancras est l'une des plus fréquentées de la capitale. Ce monument témoigne de toute l'histoire passée de Londres qui en fait la ville moderne d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, l'avènement du chemin de fer permet d'acheminer les matières premières entre les nouveaux centres industriels du royaume et Londres. Les marchandises arrivent désormais en quelques heures au lieu de quelques jours. Les trains transforment le pays en une machine industrielle dont Londres est le moteur.
Aujourd'hui, la gare de Saint-Pancrace reste un vestige de l'ingéniosité de ses créateurs. Jay Newton gère les actifs de la gare. Il en connaît les moindres recoins. C'est un bâtiment exceptionnel. Venir ici permet de mieux comprendre ce que les architectes ont entrepris il y a 150 ans. C'est depuis son toit qu'on peut le mieux prendre conscience de toute l'ampleur de l'édifice. C'est une bâtisse absolument incroyable. Grâce au chemin de fer, le nord de l'Angleterre a pu être relié à Londres. C'est lui qui a fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. Il a permis à la révolution industrielle, notamment avec le textile et les produits du Nord, d'arriver enfin jusqu'à Londres. Tout devenait disponible. Avec la révolution industrielle, la population de Londres passe de 2 à 4 millions d'habitants en moins de 30 ans. Et une petite ville de 65 km² se change en métropole. Le chemin de fer a une importance considérable à Londres. Il suffit de regarder les gares comme celle de Saint-Pancrace qui a retrouvé sa splendeur d'antan. C'est merveilleux. La gare de Saint-Pancrace vient d'être intégralement rénovée. L'ancien guichet de vente a été reconverti en bar. Et l'hôtel de la gare a été rénové dans la plus pure tradition victorienne. Les voyageurs peuvent se réveiller à Saint-Pancrace, avaler un petit déjeuner et prendre le train pour aller déjeuner à Paris. De Saint-Pancrace, en 2h30, on est à Paris. En 5 heures ou 6 heures, on est à Avignon. Et on vient d'ouvrir la liaison pour Marseille. En 6 heures, on pourra bientôt être dans le sud de la France à partir du centre de Londres. Aujourd'hui, les trains transportent des passagers. Mais il y a 200 ans, ils acheminaient une cargaison d'un tout autre genre, qui allait changer la vie de ses habitants. Du cabillaud pêché en mer du Nord. Longtemps considéré comme un mets de luxe périssable, le poisson est devenu accessible à tous, grâce au train. C'est ainsi que la fameuse spécialité de la ville a vu le jour, le fish and chips, du poisson frit servi avec des frites. Saul Ruben est propriétaire d'un restaurant dans l'ouest de Londres. La voie ferrée a permis d'acheminer le poisson pêché dans le nord du pays jusqu'à Londres, cette ville du sud en plein développement. Les ports de pêche écossais comme Whitby ou Hull pouvaient transporter leurs poissons plus vite jusqu'à la capitale, où il y avait beaucoup de clients à nourrir et une demande plus élevée. J'adore la simplicité du plat, le fait qu'il n'y ait que 2 ingrédients susceptibles d'être savoureux et nourrissants. C'est un plat très simple. Et j'aime la cuisine simple, sans chichi. Ça permet de partager un repas sans aucune prétention ni convention sociale. Le fish and chips est servi avec une purée de petits pois et arrosé de sel et de vinaigre. Ce que j'aime dans le fish and chips, la friture. Parce qu'on vit sur une île, c'est la seule nourriture qui n'a jamais été rationnée pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et voilà comment le cabillaud a aidé à sauver le royaume. En septembre 1940, Hitler inaugure une nouvelle tactique destinée à vaincre le moral de l'ennemi. Le Blitz. Un déluge de bombes va s'abattre pendant plus de 8 mois sur l'Angleterre. Les bombardiers prennent pour cible la ville de Londres et les civils. Mais le Führer sous-estime la détermination des Londoniens. Les Londoniens sont très forts dans leur tête. Rester calme et persévérer, ça leur va bien. Rester calme et persévérer est l'adage des Britanniques. Ce n'est pas simplement une phrase pour faire joli sur un mug. C'est vraiment tout un système de pensée. En réaction au bombardement,
le Premier ministre Winston Churchill encourage les Anglais et galvanise les esprits contre l'ennemi. Il fait de la cathédrale Saint-Paul le symbole de la résistance. Mais le 29 décembre, l'église est prise pour cible par l'aviation allemande. Durant les 3 premières heures de l'offensive, les Allemands lâchent des centaines de tonnes d'explosifs. Les flammes encerclent tout le quartier de la cathédrale et le dôme est touché par une bombe. Les pompiers et les volontaires luttent durant des heures contre le feu, qui rappelle à tous le drame de 1666. Du toit d'un journal, le photographe Herbert Mason assiste à la scène. La cathédrale est masquée par la fumée et beaucoup la croient perdue. Mais à l'instant même où Mason prend sa photo, la fumée se dissipe. Le dôme est intact. L'une des plus saisissantes photos du Blitz est ce cliché de Saint-Paul. La fumée engloutit toute la ville, mais on ne sait comment, ce magnifique morceau d'histoire se dresse fièrement. C'est un peu le symbole de la volonté britannique face à l'agression nazie. L'héroïsme dont les Britanniques ont fait preuve pour sauver ce bâtiment a en partie convaincu les États-Unis de surmonter leur isolationnisme et de voler à leur secours. Les bombardements font 50 000 morts chez les civils. Des centaines d'habitations sont détruites. Même le palais de Buckingham n'est pas épargné. À l'époque, le palais est occupé par le roi George VI. 75 ans plus tard, c'est aujourd'hui la demeure de la reine Élisabeth II. Sur la façade, côté rue, se trouve le célèbre balcon où la famille royale a pour coutume d'apparaître en public. Mais c'est un ajout récent. Construit en 1703 pour le duc de Buckingham, le palais était à l'origine un manoir plus modeste. La famille royale l'achète 60 ans plus tard et entreprend de le transformer en palais. En 1894, la reine Victoria veut pouvoir profiter de la vue. Pour se préserver du vis-à-vis, elle fait voter une loi qui interdit les immeubles de plus de 25 mètres de haut dans toute la ville. Aujourd'hui, le palais compte 775 pièces et Londres atteint des sommets. Ce que j'adore à Londres, c'est qu'elle a été organisée en fonction d'un ordre de la reine, qui voulait que personne ne construise de bâtiments assez grands pour voir à l'intérieur du palais. Ça en dit long sur Londres et les valeurs britanniques. Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que la loi soit assouplie. Le premier monument plus haut que la cathédrale Saint-Paul est érigé en 1962. De nos jours, les tours de Londres flirtent avec les nuages. Il est 7 h du matin. Le chef Daniel Doherty se rend au travail. Il monte jusqu'au 40e étage. La vue est à couper le souffle. Daniel Doherty travaille dans la tour Heron, l'un des 22 gratte-ciel construits ces 10 dernières années à Londres. Fidèles à leur humour caractéristique, les Londoniens leur ont donné des noms quelque peu farfelus. On a la râpe à fromage, Le cornichon le tesson. et le talkie-walkie. On leur donne des surnoms parce qu'on aime bien se moquer un peu. Daniel Doherty est le chef d'un restaurant panoramique réputé. Contrairement à New York qui ne dort jamais, Londres est assez couche-tôt. Et ce, malgré sa consommation de café et de thé. Très peu de restaurants restent ouverts après minuit. Celui-ci est l'une des rares exceptions.
Le restaurant est plein à 3 heures du matin. Venez un samedi dans la nuit. Vous allez voir, c'est bondé. Les clients viennent pour dîner, pas pour boire. Ce n'est ni un club ni un bar de nuit. C'est un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Tous ces nouveaux gratte-ciel donnent à Londres un visage très contemporain. Je n'ai jamais pensé que Londres était une vieille ville. Elle repousse toujours ses limites. Elle le fait par l'architecture, bien sûr, mais pas comme un affront à son histoire. C'est beaucoup plus naturel. C'est une ville fascinante qui allie à la perfection l'ancien et le moderne. Voici le Shard, le Tesson ou l'éclat de verre, l'une des plus hautes tours d'Europe occidentale et aussi l'une des plus modernes. Elle se dresse juste à côté de l'un des plus anciens sites de la ville, Borough Market. J'adore Borough Market. Je viens d'apprendre qu'il avait plus de 1000 ans. C'est dingue. Ce marché est ouvert depuis l'an 1014 et il n'a jamais fermé. C'est le plus ancien de Londres. Il attire tous les passionnés de cuisine. On peut y acheter des faisans et repartir avec, comme Henri VIII. Ou simplement boire un jus de fruits. C'est vraiment génial. Je deviendrais énorme si j'habitais ici. Je mangerais toute la journée. À Borough Market, on trouve absolument de tout. Borough Market est célèbre pour ses produits du monde entier. Des fromages français à la paella espagnole, en passant par les currys asiatiques, ce marché reflète à merveille le melting pot londonien. En 10 ou 15 ans, Londres a changé et s'est développée plus qu'aucune autre ville. Et elle est devenue très internationale. Il y a un équilibre parfait entre le Londres anglican et le Londres immigré, pluriethnique. Borough Market est l'endroit idéal où acheter un morceau de bœuf premier choix pour honorer une tradition londonienne, le rôti du dimanche. À l'origine, le roast beef était servi aux ouvriers de ferme après la messe du dimanche. Et si les Français sont surnommés les mangeurs de grenouilles, les Anglais sont devenus les roast beef. Quand on vient à Londres, il faut impérativement manger du rôti, car c'est pour ça qu'on est connu en Angleterre. À Londres, il faut à tout prix manger du roast beef. Goûtez et vous verrez si ça vous plaît. Je crois vraiment que le roast beef fait partie de notre identité nationale. Ça va de pair avec le thé et les crumpets. Le rôti satisfait les appétits les plus voraces. Mais à Londres, c'est la bière qui abreuve les esprits. Et il n'y a qu'un endroit où elle coule à flot, au pub. Où que l'on soit à Londres, il y a toujours un pub à proximité. Il y en a plus de 7000 dans la capitale. Les touristes sont toujours sidérés de voir qu'à chaque pâté de maison, il n'y en a pas seulement un, mais deux. Ça remonte sans doute à l'époque où les Londoniens vivaient dans des logements trop petits et ne pouvaient pas recevoir. Il fallait un lieu public pour voir et être vu, et où décompresser après le travail. C'est comme le foyer du quartier. Ça ressemble à un bar, mais c'est plus qu'un bar. Tout le monde vient lire le journal ou discuter. On peut amener son chien, ses enfants. C'est génial. Le pub, c'est vraiment le cœur de Londres. C'est son âme. Pub est le diminutif de public house, qui signifie établissement public. C'est une invention britannique. Ici, la bière est la boisson de rigueur, servie à la pression. Mais certains clients lui préfèrent un alcool au passé ombrageux, le gin. Pendant des siècles, les Londoniens ont distillé leur propre alcool illégalement, de façon artisanale. Il n'était alors servi que dans des établissements douteux, aux mœurs contestables. Mais au XIXe siècle, une liqueur de meilleure qualité commence à être commercialisée. Appelé London Dry Gin, cet alcool raffiné s'adresse à une clientèle mondaine au goût délicat.
Des maisons de gin luxueuses sont ouvertes pour satisfaire ces nouveaux consommateurs. Aujourd'hui, cet alcool reste une boisson très prisée des Londoniens. Et la spécialité de cette taverne est bien sûr le gin tonic. Ce cocktail est peut-être typiquement anglais aujourd'hui, mais ses origines sont indiennes. Au début du 19e siècle, les soldats britanniques en Inde boivent une eau tonique à la quinine, censée les protéger du paludisme. Pour faire passer l'amertume de la quinine, ils mélangent l'eau avec du gin. C'est ainsi que le célèbre cocktail est né. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'influence indienne à Londres. Pendant 300 ans, l'Inde a fait partie de l'Empire britannique, à l'instar de nombreuses colonies dans le monde entier comme l'Australie, la Malaisie et le Canada. Mais l'Inde était le joyau de la couronne. Ce passé colonial a laissé des traces, notamment en gastronomie, avec l'usage du curry. Londres est aujourd'hui la capitale mondiale de la cuisine indienne. Le Royaume-Uni compte 9500 restaurants indiens et Londres en héberge plus qu'à Bombay et New Delhi réunis. Mes restaurants indiens préférés ont toujours été à Londres. Mais aujourd'hui, on voit même des restaurants étoilés servir de la cuisine indienne. J'adore le curry londonien. C'est l'une des choses qui me manque le plus à New York. On y trouve de la cuisine indienne, mais ce n'est pas la même. Vivek Singh est propriétaire et chef d'un grand restaurant indien. Il se prépare pour une longue soirée. À la 39, un âne à l'ail. À l'époque coloniale, des officiers et de hauts dignitaires britanniques passaient plusieurs années en Inde. Beaucoup d'Anglais ont travaillé et vécu une partie de leur vie en Inde. Quand ils sont rentrés, ils ont rapporté des épices et d'autres saveurs du monde entier. C'était naturel que la cuisine indienne trouve sa place à Londres. Pour moi, c'est une véritable histoire d'amour. Le premier restaurant indien de curry a ouvert à Londres il y a 200 ans. Une tranche de pain et le reste part. La cuisine indienne a un tel succès que lors d'un récent sondage sur les plats anglais traditionnels, le poulet tikka masala est arrivé en tête, devant le fish and chips. On dit que le poulet tikka masala est le plat national britannique. Je pense sincèrement que le curry a conquis tout le Royaume-Uni. Mais Londres, encore plus. C'était impensable il y a quelques années. À l'image de la gastronomie multiculturelle, la population londonienne est composée de 270 nationalités qui parlent plus de 300 langues. L'Angleterre a toujours attiré les voyageurs du monde entier. D'Allemagne, des Caraïbes, d'Écosse, les Vikings, les Celtes. C'est un mélange incroyable. Nous avons beaucoup de chance. À l'apogée de l'Empire colonial, la couronne fait construire le palais de Westminster. Il abrite le Parlement qui gouverne alors un quart de la population mondiale. Je pense qu'on retrouve toute la grandeur de l'Empire dans ces monuments magnifiquement sculptés. On y retrouve cette idée de morale britannique et de suprématie du langage. L'anglais, c'est la langue. Devant Westminster se trouve l'horloge la plus célèbre et un symbole de Londres, Big Ben. Mais Big Ben est en réalité le nom de la cloche qui sonne les heures. 2 mois après sa mise en service, l'un des marteaux a fendu la cloche. Elle a été réparée, remoulée et remise en activité, mais c'est de nouveau fissuré. Le trou est encore là. C'est ce qui donne à Big Ben ce tintement si particulier. Aujourd'hui, cette horloge demeure la plus grande du pays. Autre héritage de l'Empire britannique, le costume. Il est devenu l'uniforme masculin par excellence dans les villes du monde entier. Et il a été créé à Londres.
Si vous voyez quelqu'un en costume à côté de vous, je pense qu'il serait surpris de savoir que c'est en fait un uniforme militaire modifié. Le style, le col cranté et le bouton viennent des uniformes confectionnés à Londres pendant les guerres napoléoniennes. Il y a 200 ans, tous les uniformes d'officiers britanniques étaient confectionnés dans la rue Savile Row. Au XIXe siècle, un visionnaire propose une modification radicale. Les débarrasser de toute décoration militaire et les adapter à un usage quotidien. Cet homme s'appelle George Brummel, plus connu sous le nom de Beau Brummel. Confident du prince George, il est considéré comme le premier des dandys. Quand le prince régent, qui allait devenir George IV, a commencé à porter ce nouvel habit, qui était loin d'être à la mode, sous prétexte que c'était un membre de la famille royale, tout le monde a commencé à s'arracher ce costume. Ce tailleur londonien confectionne des costumes dans le respect de la tradition. Nous avons ouvert en 2008. Nous sommes les petits nouveaux de Savile Row. Beaucoup de tailleurs sont là depuis 100 ans, parfois même 200 ans. Il faut 10 semaines pour fabriquer un costume sur mesure. Tout est fait entièrement à la main, de la découpe à l'assemblage. Ainsi, la plupart des tailleurs de Savile Row ne font que 350 costumes par an. Je suis tailleur depuis 50 ans, ou presque. Mon grand-père était tailleur. Mon père aussi. Je ne fais que suivre leurs traces. Le costume dans sa forme actuelle n'a pas beaucoup changé depuis 150 ans. Les méthodes de fabrication encore moins. On travaille toujours à l'ancienne, car il n'y a pas mieux. Le port du costume reste de mise dans les milieux d'affaires, mais il n'empêche pas certains écarts gourmands en fin d'après-midi. Derrière les portes de cet hôtel chic se cache une expérience culinaire unique. Des gâteaux, des scones, des petits sandwichs empilés sur un plateau à étages en argent. C'est l'heure du thé. La première fois que je suis allé à Londres, j'avais 12 ans. J'étais descendu dans un hôtel chic avec mon père et on prenait le thé. Je trouvais ça génial. Pour un garçon de 12 ans, surtout américain, ce n'était pas le raffinement qui m'impressionnait le plus, mais le plateau en argent à 3 étages rempli de gâteaux et de petits trucs à grignoter, accompagné d'une boisson avec de la caféine. C'était la plus grande invention de tous les temps. Et comme toutes les grandes inventions, la tradition du thé n'est pas née en un jour. Elle est le fruit de plusieurs siècles d'histoire. Le thé est importé de Chine pour la première fois au XVIIe siècle. Mais le gouvernement britannique impose une taxe si élevée que seuls les consommateurs les plus riches peuvent se l'offrir. Le thé est alors imposé à 119%. Le thé vendu dans les colonies est également taxé. Cette mesure entraîne une révolte historique aux États-Unis, la Boston Tea Party, qui se soldera par la guerre d'indépendance américaine. En 1778, le gouvernement britannique supprime l'impôt sur le thé. Il devient rapidement la boisson la plus populaire du pays. Puis, vers 1840, une amie de la reine Victoria lui donne ses lettres de noblesse. La tradition vient d'une dame d'honneur de la reine Victoria, la duchesse de Bedford. Elle avait souvent un petit creux vers 15 ou 16 heures. Elle commandait du thé et demandait à ses domestiques de lui apporter en douce des sandwichs et des gâteaux dans sa chambre. Et c'est devenu un rendez-vous mondain. Une femme qui n'hésite pas à dire qu'elle a encore faim et qui réussit à créer un nouveau rendez-vous pour manger avec ses amis, ça me convient. Le salon de thé de cet hôtel est une institution depuis bientôt 200 ans. Nous avons fêté nos 175 ans l'an dernier. Nous sommes connus pour avoir accueilli des clients de marque. La reine Victoria prenait le thé chez nous, Winston Churchill également, tout comme Agatha Christie.
D'ailleurs, son roman « À l'hôtel Bertram » serait inspiré du salon de thé de notre établissement. Et à Londres, pas de tea time sans scone. Avec cette fournée, on va en faire environ 120. Un samedi, on fait au minimum 6 fournées. Le secret d'un bon scone, c'est une pâte friable et très fraîche. Les scones sont servis avec de la crème et de la confiture de fraises. Mais savoir laquelle étaler en premier est un sujet de débat national. Il y a un désaccord entre le Devon et la Cornouaille. Dans le Devon, on dit qu'il faut commencer par la crème, puis ajouter la confiture. C'est l'inverse en Cornouaille. On commence par la confiture et on termine par la crème. C'est délicieux, dans un sens comme dans l'autre. L'idée de s'asseoir et de faire une pause m'est totalement étrangère. Je ne fais jamais ça, et c'est dommage. S'arrêter pour prendre le thé et discuter avec d'autres personnes, faire cette pause en pleine journée, c'est important socialement. Après le thé, il est temps pour les Londoniens de songer à l'avenir. La métropole pourrait dépasser les 11 millions d'habitants en 2050. Alors la ville prolonge le plus ancien métro du monde, le Tube. Le coût du projet ? Environ 20 milliards d'euros. Et le nom du nouveau réseau ? Crossrail. Partout dans la ville, des stations immenses surgissent de terre. Celle de Paddington est en train d'être complètement rénovée. Ici, vous avez le chantier de la nouvelle station. Ce que vous voyez en bas, ce sont les voies. C'est là que les trains arriveront. « 10 000 ouvriers travaillent sur 40 chantiers éparpillés dans tout Londres. Je suis très fier de participer au projet Crossrail. Mon père a travaillé près de cette station pendant 40 ans. 30 ans dans la station et 10 ans devant la station où il attendait la clientèle avec son taxi. J'ai pris la relève avec Crossrail pour contribuer à ce projet moi aussi. Cette machine a été baptisée Victoria, en hommage à la reine. Il en a fallu 8 pour forer un tunnel de 22 km sous la ville. On a percé ces tunnels avec des foreuses géantes. 4 mètres de diamètre, d'énormes dents à l'avant. Elles grignotent la roche de Londres. Les travaux ont permis d'exhumer les sépultures de victimes de la peste et les vestiges d'une voie romaine. Le passé et l'avenir de Londres se croisent sous terre. Ce que j'aime à Londres, c'est ce mélange d'une architecture et d'un plan urbain très ancien avec de nouvelles technologies. Tout se marie très bien malgré 400 ou 500 ans d'écart. Londres n'est plus au cœur d'un immense empire. Mais avec plus de 18 millions de visiteurs recensés ces dernières années, c'est la métropole la plus visitée au monde. Comme le disait le poète Samuel Johnson, celui qui est lassé de Londres, l'est de la vie. Car Londres a tout ce que la vie peut offrir.